Bonjour à toutes et à tous. Notre séance d'aujourd'hui sera consacrée à l'étude de l'État en tant que thématique à part entière. Et je vous rappelle juste que c'est notre avant-dernière séance, que l'État est un élément fondamental. Rappelez-vous ce que nous avons développé lors de la toute première séance après l'introduction, le pouvoir politique et son rapport avec l'État, le développement du pouvoir politique pour se transformer en pouvoir structurant sur la base, bien sûr, de règles juridiques qui s'installent, qui prend racine et qui devient le support de l'exercice du pouvoir par ceux qui détiennent bien sûr ce rôle exclusivement d'ailleurs, ce rôle de création de la règle de droit et d'application également de la règle de droit sur la base du caractère impératif de la règle de droit qui est une condition fondamentale pour la construction et l'organisation de la société. La société qui sera de plus en plus organisée autour du pouvoir politique qui devient, je viens de le dire, un élément structurant de cette organisation et que à partir de la période des Lumières, notamment la Convention de Westphalie entre les puissances européennes, l'État a tout simplement pris les allures que l'on connaît actuellement. Et bien sûr, sur la base d'une évolution extrêmement longue. Et d'ailleurs, c'est ce que vous voyez sur la présentation, que le pouvoir politique s'exerce dans un cadre institutionnel qui est organisé, donc c'est ce que je viens d'expliquer il y a quelques instants, et que ce pouvoir constitue bien sûr l'aboutissement d'un long processus de différenciation politique qui a abouti au plus haut niveau de son évolution. Je viens de le dire, donc c'est la période des Lumières et c'est la Convention de Westphalie à la formalisation et à l'institutionnalisation de l'autorité au sein de l'État. Le phénomène étatique donc soulève par conséquent une question pertinente d'une grande importance bien entendu. À quel niveau de son évolution le pouvoir politique a-t-il pu générer les conditions requises pour l'existence de l'institution étatique? Donc, on sait très bien que depuis l'aube de l'humanité, les individus au sein de la société et les gouvernants ont mené surtout, si vous voulez, une sorte de flux et de reflux. Et les philosophes flux et reflux au niveau de l'exercice du pouvoir. Donc les individus veulent que le pouvoir soit plus ou moins juste et équitable, c'est-à-dire reconnaissent leur identité, fassent appel à leurs attentes, etc. Alors que le gouvernant a toujours essayé d'imposer son pouvoir, qui somme toute, à certains égards, devient un pouvoir arbitraire. Et les philosophes ont pris part, le philosophe étant bien sûr la conscience de la société. Je parle du penseur politique, philosophe. Je parle de Platon, d'Aristote, de saint Thomas d'Aquin, d'Ibn Khaldoun, de Abu Nasr al-Farabi, etc. Donc toute une suite d'éminents penseurs politiques. Et je parle aussi de leur philosophie, sur l'arrière-fond de leur pensée politique. Donc l'arrière-fond de la pensée politique donc de ces éminents penseurs, c'est que c'est une réflexion sur la manière dont le pouvoir du gouvernant puisse être juste et équitable. Et c'était une évolution, si vous voulez, au niveau d'un pouvoir de plus en plus important de la part du gouvernant, voire même parfois très arbitraire, et de l'autre côté, une appétence, si vous voulez, à la justice, une quête de justice permanente de la part, bien sûr, des sujets du pouvoir, des gouvernés. Et donc la question ici, c'est à quel niveau le point on a atteint, les sociétés ont atteint le point où la masse, si vous voulez, critique, à partir de laquelle on peut dire qu'il y a existence d'une institution étatique organisée, c'est-à-dire répondant aux impératifs du pouvoir, mais répondant également aux attentes et aux désirs et aux impératifs de démocratie
donc de justice, parce qu'à l'époque on ne parlait pas de démocratie, donc aux attentes et aux impératifs de justice et d'équité de la part des gouvernants. Un pouvoir qui puisse prendre en considération aussi le bien-être des gouvernants. Donc se poser cette question, c'est supposer que le phénomène étatique comporte une profonde signification politique, sociologique et juridique. Et c'est tout à fait normal. La dimension étatique, c'est tout d'abord une dimension sociologique, c'est une dimension juridique, sociologique dans la mesure où ce sont les différentes actions et interactions entre les individus eux-mêmes et entre les individus et le pouvoir du gouvernant qui constitue bien sûr le support de l'exercice du pouvoir et des transactions économiques, etc., c'est-à-dire de la vivacité d'une société, politique, c'est-à-dire la manière dont ce pouvoir est organisé, juridique, c'est-à-dire le fondement de l'organisation, c'est-à-dire les normes qui organisent le soubassement même du pouvoir. Donc tous ces éléments-là constituent les fondements de l'État, pour ne pas aller jusqu'à dire qu'il y a des éléments culturels, des éléments identitaires, etc., etc., etc. Et tout cela est vrai d'ailleurs, parce que lorsqu'on définit l'État, les éléments constitutifs de l'État, on définit tout simplement, en plus du territoire, mais une nation, c'est-à-dire un peuple qui vit sur le territoire, mais dans un objectif d'organisation, d'une organisation sociale qui réponde bien sûr aux attentes de toute la population, de toutes les composantes bien sûr ethniques vivant sur ce territoire. Alors là, ce sont la dimension culturelle, c'est la dimension culturelle qui intervient également et dont l'importance devient capitale. On dit par exemple que les pays émergents, surtout qui ont acquis leur indépendance très récemment, notamment en Afrique, plus particulièrement en Afrique, que les États en Afrique ne constituent pas des États-nations. Ça, c'est une sorte de sociologie politique occidentale qui l'affirme. C'est vrai que maintenant, on est de plus en plus en présence, bien sûr, d'une structure politique organisée, même si la velléité tribale reste toujours vivace dans l'arrière-fond, bien sûr, de la culture, de notre culture africaine. Le Maroc n'est pas exclu de ce que je suis en train de dire, puisque c'est un État qui se situe, bien sûr, en Afrique, n'est-ce pas? Et il y a aussi ces éléments donc entre guillemets de tribalisme ou si vous voulez, communautarisme politique qui n'épargne d'ailleurs ni l'Afrique ni d'autres pays. Le Kosovo est là pour nous le rappeler. La guerre donc, après le délabrement de l'ex-Yougoslavie, la guerre d'épuration ethnique qui a suivi, donc est là justement et effectivement pour nous le rappeler que même au centre de l'Europe, on peut rencontrer des velléités, si vous voulez, de cette politique communautariste extrêmement sévère, qui a conduit bien sûr à une politique systématique de épuration ethnique, et ce sont des centaines de milliers de gens donc, qui sont passés par là, c'est-à-dire qui ont été tout simplement exécutés. En Afrique, c'était entre les Tutsis et les Hutus, pratiquement dans une guerre fratricide qui a bien sûr sévi pendant un certain nombre d'années, et le Rwanda donc, est maintenant sorti de cette crise, bien sûr, mais avec beaucoup de dégâts d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de dégâts derrière. D'accord? Donc vous voyez que le côté culturel, le côté, si vous voulez, brassage ethnique constitue une dimension d'une très grande importance au niveau de ce processus de construction de l'État. Ça aussi c'est très important. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis posé la question, c'est-à-dire autour du fait de supposer que le phénomène étatique comporte une profonde signification politique, sociologique, juridique, culturelle également. Je n'ai pas ajouté culturelle, mais je viens de l'expliquer parce que c'est tout à fait une vérité, si vous voulez, indiscutable. Dans donc ce chapitre, nous sommes tenus de préciser la consistance des différentes dimensions
de la signification du phénomène étatique à travers les axes suivants. La notion d'État, bien sûr, la définition de l'État et les fonctions de l'État. D'accord? Donc, à travers deux points aussi importants l'un que l'autre. Premier élément, donc, la notion d'État. La définition la plus simple que l'on pourrait donner à l'État, c'est une personne morale de droit public, territorial et souverain. C'est-à-dire dont le pouvoir s'exerce sur un territoire, dont le territoire constitue un élément de base dans la définition également de l'État, et souveraine. La dimension souveraineté est quelque chose de très grande importance également, qui est structurante. On va voir donc dans quelle dimension. C'est en effet une personne morale d'un genre particulier parce que dotée de prérogatives de création de règles de droit. Rappelez-vous, donc c'est là où apparaît l'importance de cette, si vous voulez, de cette première section du chapitre 1, prérogatives de création des règles de droit et de prescription du caractère impératif de ces règles par l'exercice du contrôle de l'usage de la force. Par l'exercice et le contrôle de l'usage de la force. La force, bien sûr, qu'on a estimée étant une force légitime et qu'on a définie comme étant l'exercice d'une violence légitime. Parce qu'une violence qui est indispensable pour imposer le caractère impératif de la règle de droit. Bien sûr, vis-à-vis de certaines personnes qui ne veulent pas se soumettre volontairement de leur plein gré à la règle de droit. Donc lorsque un groupe ou des personnes, un groupe de personnes montre une velléité donc de refus de l'autorité de l'État, par exemple en se comportant de façon à porter atteinte à la liberté d'autres personnes ou agissent contre l'ordre public, etc. Donc ces personnes-là se voient déployer contre elles tout le pouvoir de l'État, et le pouvoir juridique et le pouvoir si vous voulez, mécanique, c'est-à-dire la force de la sanction. La force de la sanction. Donc, prérogative tout d'abord de créer la règle de droit. On a toujours, je l'ai répété à plusieurs reprises, lorsque je devais vous exposer et analyser la première section du premier chapitre, que la création de la règle de droit est une fonction majeure dans le cadre de l'exercice du pouvoir. Et également le fait d'assurer le caractère impératif de ces règles. Donc ça aussi, c'est le deuxième élément d'une très grande importance aussi concernant bien sûr la capacité juridique et bien sûr l'efficacité de cette capacité juridique, l'effectivité de cette capacité juridique sur le terrain, à travers bien sûr la mise en œuvre de la force publique, la force que l'on a estimée comme étant une force légitime ou une violence légitime. Donc les philosophes politiques l'ont expliqué pendant bien sûr cette période, Thomas Hobbes et John Locke par exemple, parmi d'autres, ont expliqué que la notion de souveraineté est une notion, si vous voulez, qui signifie que les individus ont aliéné leur liberté, les individus ont aliéné leur droit naturel, leur droit à se défendre, leur droit à, si vous voulez, à se protéger et leur droit de se nourrir, bien sûr, même sur le compte d'autres personnes. Donc, ont aliéné ce droit pour le soumettre entre les mains d'un gouvernant. Entre les mains d'un gouvernant. Et le gouvernant, alors, à ce moment-là, s'est doté de ce pouvoir à travers cette aliénation qui a été faite par les individus, c'est-à-dire les gouvernés, et à ce moment-là, ce sont les gouvernés eux-mêmes qui ont attribué aux gouvernants le pouvoir de gouverner. Donc les gouvernés, eux-mêmes qui ont attribué aux gouvernants le pouvoir de gouverner. Et gouverner, en gros, c'est quoi? On est en train de le dire maintenant. Gouverner, c'est quoi? C'est créer, ou plutôt avoir les prérogatives de création de la règle de droit, premièrement. Et avoir la prérogative aussi exclusive de l'exercice et du contrôle de l'usage de la force.
C'est ça gouverner en fait, c'est créer la règle de droit et faire usage de la force pour rendre cette règle de droit impérative. D'accord? Donc vous voyez que c'est quasiment une question, si vous voulez, logique, quasiment mathématique. Gouverner égale deux choses, créer la règle de droit et assurer le caractère impératif de la règle de droit. Voilà, c'est très simple. C'est ça ce que ça veut dire gouverner. Cette définition donc suppose que l'État est une personne morale de droit public permanente et souveraine. On va voir donc dans quelle mesure. L'État est une entité, premièrement, donc concernant le premier point, l'État est une entité permanente. Donc on va analyser qu'est-ce que ça veut dire une entité permanente. L'État donc est un organisme social structuré en vue de la réalisation d'un certain ordre et relevant d'une sorte de processus institutionnel quasi biologique. Donc une sorte de processus institutionnel quasi biologique. Dans la mesure où ce processus donc qui a été, dont le départ était un désir de vivre en commun, en paix, de se protéger contre les aléas de la nature et contre les aléas des groupes externes à un petit groupe. Donc ce petit groupe a pensé à créer des règles de conduite communes, rappelez-vous les tout premiers cours, après l'introduction bien sûr, et ce processus qui a démarré par la création de règles de conduite communes s'est accéléré lorsque la société s'est retrouvée devant une réalité très simple. Cette réalité, c'est tout simplement le cumul de la richesse qui a permis donc à des personnes d'être propriétaires et à d'autres qui n'avaient rien et qui étaient obligés de travailler. Ça, c'est une parmi les explications que je vous ai données. Il y a d'autres explications, bien entendu. Il se peut, donc la légitimité, nous l'avons bien définie, tel que l'a précisé Max Weber, les fondements de la légitimité, ou les différents types de légitimité, c'est la légitimité charismatique, la légitimité démocratique et la légitimité tout simplement, si vous voulez, traditionnelle. Et vous voyez que la légitimité à ce moment-là, telle qu'il s'exerçait au début, c'était une légitimité traditionnelle, c'est-à-dire axée sur la force physique, sur l'intelligence et sur l'acuité, la capacité donc de prévention d'un type qui devient par la suite roi en fonction soit de sa ruse, soit de sa capacité physique en tant que guerrier, pouvoir aussi également de mener d'autres personnes. Et donc en fonction de tout cela, on peut devenir leader, on peut devenir prince. Voilà. Et donc ce processus-là a évolué pour se transformer par la suite en structure du pouvoir au sein de la société qui n'agit pas seulement dans ses propres intérêts pour gouverner, mais qui agit également dans l'intérêt des gouvernés. C'est ce qu'on appelle actuellement la légitimité démocratique. Et ainsi donc, vous voyez que ce processus de structuration de l'État a subi une évolution, un processus institutionnel qui ressemble à quelque chose de inné chez l'homme. C'est-à-dire c'était une évolution. Certains vous diront que c'est l'idéologie qui a déterminé la forme actuelle de l'État, c'est-à-dire l'idéologie libérale qui a déterminé la forme actuelle de l'État. Mais pour ceux qui se veulent, si vous voulez, dirigistes ou communistes et qui rejettent l'ordre, si vous voulez, libéral des choses, est-ce que l'État en Union soviétique ou en Chine ou en Cuba, c'est-à-dire les sociétés qui ont adopté avec rigueur la doctrine communiste, est-ce que l'État a été différent par rapport à l'ordre libéral, par rapport aux États libéraux? Non, pas du tout. La structure de l'État peut-être a été encore plus lourde en Union soviétique, en ex-Union soviétique, en Chine qu'au Cuba. Cuba, c'est le dernier bastion, bien sûr, du communisme, un communisme à outrance. Et donc, vous voyez que si l'État peut être considéré comme une superstructure, si vous voulez, juridique,
par les communistes, l'État tel qu'il se profile, qu'il s'exerce dans les sociétés libérales constitue une superstructure juridique. Alors cette superstructure juridique dit tout simplement que moins de droits, moins, si vous voulez, de règles vont mieux pour la société. Alors que dans l'État communiste qui rejette la forme occidentale basée sur l'idéologie et qui rejette même l'idéologie libérale, l'État normalement doit tout organiser parce que c'est un État dirigiste. C'est un État qui contrôle pratiquement tous les rouages et de la société et de l'économie. Donc l'État communiste est encore plus lourd au niveau de sa gestion, au niveau de son exercice que l'État libéral. Donc vous voyez que même lorsque Karl Marx a critiqué sévèrement et appelé à la destruction de la superstructure l'État, ceux qui sont venus, les héritiers de son idéologie, ont construit un État encore plus sévère, encore plus pesant, encore plus lourd, encore plus bureaucratique que l'État libéral. Donc vous voyez qu'on n'est pas au bout de notre peine concernant cette lourdeur, cette pesanteur, si vous voulez, de l'État. Cet ordre que je suis en train de vous expliquer, quasiment biologique, même si on le rejette, ce que j'ai voulu dire, même si on rejette la dimension, si vous voulez, État, superstructure, mais on n'arrive pas à dépasser l'existence de l'État, c'est-à-dire à construire les fondements d'une société communiste, telle qu'il a été prévu par Karl Marx au début. Parce que la version authentique, la version arbitraire, bien sûr, du communisme, l'État communiste, plutôt la société communiste, la mise à la disposition des forces ouvrières si vous voulez, des outils de travail, ça n'a jamais été mis en œuvre. C'est-à-dire que la théorie de Karl Marx n'a jamais été appliquée sur le terrain. On a appliqué une certaine vision, si vous voulez, du droit, une certaine vision du pouvoir, une certaine vision de l'organisation étatique, etc. Mais on n'a jamais appliqué en profondeur la version en détail, le point de vue et la théorie de Karl Marx. Voilà, c'est-à-dire que le processus institutionnel de construction de l'État est valable aussi bien dans un État libéral que dans un État communiste. Voilà. Donc ça veut dire que les uns et les autres, si vous voulez, pratiquement font la même chose, même si les uns rejettent les autres. Les communistes rejettent les libéraux et les libéraux rejettent bien sûr les communistes. Mais là, j'ai donné l'exemple des communistes parce que le communisme, le fondement même de la théorie communiste, c'est de détruire l'État et de le remplacer par une société communiste, c'est-à-dire dans laquelle la propriété appartient à ceux qui travaillent et le pouvoir appartient à ceux qui travaillent. C'est-à-dire, au regard de Karl Marx, il n'y avait même pas besoin d'un État, c'est-à-dire de cette superstructure organisatrice qui crée la règle de droit et qui veille à l'application par la force, bien sûr légitime, de la règle de droit. Donc, cette acception de l'État signifie que les organes disposant des prérogatives de l'exercice du pouvoir politique, ceux que l'on qualifie de gouvernants, ne disposent pas d'un droit subjectif afférent à ce pouvoir. Voilà, ça c'est ce qu'on précise comme étant le processus institutionnel. Donc, le processus institutionnel signifie que au bout du compte, au bout bien sûr de l'évolution de l'ordre étatique et le compromis contrat social tel que l'a affirmé Jean-Jacques Rousseau et avant lui donc Thomas Hobbes et John Locke et tel que sera également construit modélisé par Montesquieu. Donc ce compromis entre les gouvernants et les gouvernés conduisant à la création d'un ordre étatique qui veille bien sûr à une sorte de justice et d'équité en limitant l'arbitraire du gouvernant. Donc ce compromis s'est concrétisé sur des bases très claires. Le pouvoir appartient à des institutions alors que les individus ne font que circuler. Donc les institutions restent et les individus bien sûr défilent. Je vous donne un simple exemple. L'institution de Premier ministre, bien sûr,
est permanente. Et c'est une institution, maintenant chez nous au Maroc, c'est chef de gouvernement. Donc l'institution du chef de gouvernement est permanente. Elle est là. Mais les chefs de gouvernement, c'est-à-dire M. X ou M. Y, défilent bien sûr au fil du temps, en fonction bien sûr ou plutôt selon la succession bien sûr des échéances électorales. Donc c'était un certain monsieur Benkiran en 2011, c'est un monsieur différent actuellement, un certain monsieur Othmani, et après les élections législatives prochaines, donc ce sera un autre monsieur. Donc l'institution du chef de l'État, du chef de gouvernement, est une institution donc permanente. Alors que la personne qui anime cette institution est une personne donc qui va bien sûr, une fois sa tâche terminée, redeviendra une personne, un citoyen comme les autres. Regardez également ce qui se passe ailleurs. Le président des États-Unis, par exemple, lorsque vous vous rappelez, lorsque M. Barack Obama, si vous voulez, a quitté la Maison Blanche, donc il est devenu un simple citoyen américain qui va dans des simples restaurants. La fille donc d'Obama, après le départ de la Maison Blanche, est devenue une simple étudiante qui travaille dans un simple restaurant pour gagner bien sûr des fins de mois pour lui permettre de poursuivre ses études, etc. Donc l'institution, les personnes, ce ne sont pas les personnes qui exercent le pouvoir, ce n'est pas les individus qui exercent le pouvoir, mais ce sont en fait les institutions qui exercent le pouvoir. Je vous donne un autre exemple. Maintenant, par exemple, vous sortez pour faire une petite course quelconque et vous tombez devant un responsable. Admettons que c'est le caïd, agent d'autorité. Alors à ce moment-là, est-ce que la personne qui vous parle, qui vous donne peut-être des ordres, rentrez chez vous, est-ce que c'est la personne qui vous parle, est-ce que c'est en tant que monsieur Ahmed ou Ali ou Idriss, il vous donne cet ordre? Et d'ailleurs, si c'était le cas, la personne n'a même pas le droit de donner des ordres, ou est-ce que c'est l'agent d'autorité responsable, si vous voulez, du bon déroulement de cette période-là, dans un territoire déterminé qui est son arrondissement, et qui a bien sûr la compétence reconnue par l'État lui-même à donner ses ordres. Donc vous êtes devant une institution qui vous donne des ordres, qui a la qualité de vous donner des ordres, et alors que la personne existe, c'est elle qui anime l'institution. Mais à ce moment-là, les ordres que vous recevez, c'est de la part d'une institution et non pas de la part d'une personne. C'est ça ce que j'appelle un processus institutionnel ou l'institutionnalisation, bien sûr, du pouvoir. Donc, cette acception de l'État signifie que les organes disposant des prérogatives de l'exercice du pouvoir politique, ceux que l'on qualifie de gouvernants, ne disposent pas d'un droit subjectif afférent à ce pouvoir. Ce n'est pas au nom de leur personne qu'ils exercent le pouvoir, ou qu'elles exercent le pouvoir ces personnes-là, mais en fonction de leur qualité de gouvernant, de ministre, de parlementaire, de fonctionnaire, de professeur comme moi d'ailleurs, etc., etc. Donc ce sont les institutions qui s'expriment et ces institutions sont animées forcément par des individus. Mais une fois en dehors de sa fonction, la personne quelconque devient pratiquement un simple citoyen comme tous les autres. Donc les gouvernants ne remplissent que des fonctions au nom de l'État. Que des fonctions, c'est leur travail d'ailleurs, c'est leur métier, c'est leur job. Et donc ils sont payés pour ça, d'exercer, si vous voulez, des fonctions au nom de l'État. Ils ne sont pas dotés d'un pouvoir, si vous voulez, subjectif, c'est-à-dire qu'ils ne tirent aucun profit personnel en assurant leurs fonctions et en donnant des ordres, s'agissant bien sûr d'un agent d'autorité, en remplissant sa fonction d'agent d'autorité, en bien sûr donnant des cours tels que moi-même, donc je vous donne des cours, je suis chargé de vous donner des cours et éventuellement de sanctionner votre prestation à la fin du semestre. Donc je suis doté d'un pouvoir de donner un cours et également de sanctionner votre prestation et de construire bien sûr votre diplôme, c'est-à-dire veiller à ce qu'une note soit donnée pour que vous ayez votre diplôme en fin de parcours. Donc les gouvernants, bon,
moi je ne m'appelle pas gouvernant, j'assure une fonction dans un système très large qui est un système bien sûr administratif chargé, en ce qui me concerne, de l'enseignement. Mais c'est une administration publique quand même. L'expression, si vous voulez, traditionnelle que l'on répète, c'est-à-dire une sorte de Mersenne au col blanc. Voilà. Donc, la personne des gouvernants, individuellement considérée, s'estampe au profit de la qualité qui leur est attribuée. Temporairement, je dis. Donc, s'estampe au profit de la qualité qui leur est attribuée, au moment de l'exercice de leur fonction, bien entendu. D'accord? Ainsi donc, le pouvoir est censé avoir pour titulaire, non pas les hommes qui l'exercent, en fait, mais un être distinct, à qui les actes sont attribués. Donc le pouvoir a pour titulaire l'institution, et pas la personne qui anime l'institution. Il y a une sorte d'écran entre la personne, le gouvernant et le gouverné. Et cet écran, imaginaire, mais réel, plutôt que l'on considère en fait, mais il n'a pas de consistance, si vous voulez, matérielle. La consistance matérielle existe, mais indirectement. Par exemple, un ministre qui est entre un ministre et les gouvernés, il y a bien sûr cette considération d'être ministre, c'est-à-dire cette institution qu'il représente, c'est-à-dire le ministère. Et alors à ce moment-là, il agit en tant que ministre, et non pas en tant que M. Ahmed ou M. Ali. Donc, un être distinct, qui est distinct bien sûr par rapport à la personne, qui est le ministère. Et les actes à ce moment-là sont attribués au ministère, au ministre, mais pas à M. X. Si c'était quelqu'un d'autre, ça aurait été pratiquement la même chose. Ainsi donc se précisent les compteurs de la qualité de personne morale attribuée à l'État. C'est en fonction bien sûr d'un ordre institutionnel intrinsèque bien sûr à l'État. Et que l'État étant animé et représenté par des individus, alors le pouvoir de l'État, ce n'est pas le pouvoir qui est attribué à titre personnel à ces individus, mais c'est le pouvoir attribué aux institutions animées par ces individus. Et donc le véritable auteur du pouvoir, ce sont les institutions, le ministère, l'université, la faculté, le chef de l'État, bien sûr, la royauté étant roi, bien sûr, et le parlementaire en tant que parlementaire et non pas en tant que M. Ali ou M. Ahmed. J'ai répété à plusieurs reprises où j'ai essayé de toucher, selon des perspectives différentes, cette dimension institutionnelle du pouvoir qui fait que ce sont les institutions qui gouvernent alors qu'ils ne sont que animés par des individus et que le pouvoir n'appartient pas en fait aux individus mais appartient aux institutions, à l'ordre juridique qui est bien sûr l'institution. D'accord? Et c'est l'ensemble des institutions qui constituent le fondement de l'État. Je parle des institutions en tant que construction juridique qui forme le soubassement de l'État en tant aussi que dispositif juridique. Donc il en ressort que le pouvoir étatique ne dépend pas des individus qui l'exercent, mais de l'État lui-même, c'est-à-dire une construction institutionnelle. La notion de personne morale permet de la sorte d'expliquer la continuité et la permanence du pouvoir étatique, notamment son institutionnalisation. Voilà. Maintenant que j'aboutis à cette expression marquée en rouge, institutionnalisation, c'est l'aboutissement même du processus de construction du phénomène étatique. Lorsque l'État a atteint cette séparation entre l'individu qui exerce le pouvoir et l'institution qui exerce le pouvoir, dans la mesure où l'individu ne fait que animer une institution qui elle-même exerce le pouvoir, alors à ce moment-là, on a atteint le niveau supérieur de la construction étatique. Lorsque je dis le pouvoir, ce n'est pas forcément le pouvoir suprême de chef de l'État, mais tous les pouvoirs au sein si vous voulez, de la structure étatique, du plus simple au plus complexe.
du plus détaillé, du plus territorial au plus central. Et l'État, et ainsi donc, s'explique comme étant une construction institutionnelle, un ensemble d'institutions qui constituent des rouages, aussi peu importants qu'ils soient, mais ce sont des rouages aussi importants qu'ils soient. Le Parlement est un rouage fondamental, structurant. C'est un des trois pouvoirs. Le pouvoir juridictionnel est un pouvoir aussi d'une très grande importance. Et toute l'administration, donc, on la qualifie étant un pouvoir exécutif. Moi, je parle bien sûr de l'administration aussi bien centrale que de l'administration territoriale. Voilà. Donc, lorsque toutes ces institutions fonctionnent en faveur, bien sûr, d'un pouvoir suprême, d'un pouvoir qui s'exerce au plus haut de l'État, dans un cadre harmonieux, et que les individus n'interviennent que par le biais des institutions, à ce moment-là, on a atteint le niveau supérieur de la construction, bien sûr, de l'État. D'autre part, donc, cette notion permet, je parle de l'institutionnalisation, permet de distinguer l'État de la société. Le pouvoir donc de l'État s'adresse essentiellement à la société et s'exerce sur différentes composantes par le biais de fonctions. Donc on va voir quelles sont ces fonctions. L'État donc est un allocateur de biens et de statuts juridiques, et voire même l'allocateur, je ne dis pas un allocateur, mais l'allocateur par excellence des biens et des statuts juridiques. Celui par exemple d'agir en son nom. Je vous ai donné l'exemple de l'agent d'autorité que vous pouvez rencontrer par hasard, par exemple en sortant pendant cette période de confinement. Donc, c'est la personne qui pourra s'adresser à vous comme étant un agent d'autorité. Donc, il agit au nom de l'État. Et ça, c'est un exemple, un simple exemple. Donc, deuxième point, le producteur des règles normatives à la base de l'organisation sociale. Donc, nous avons dit que la production de règles, la création de règles normatives est le facteur fondamental de l'exercice du pouvoir. Donc c'est l'État, à travers les institutions, est le producteur de la règle, généralement de la règle de droit. Et donc cette fonction est une fonction hautement symbolique de souveraineté. Il dispose également d'un patrimoine, il est le propriétaire de beaucoup de choses. D'ailleurs, même le domaine public est la propriété, bien sûr, de l'État, si vous voulez. Il a la capacité, la personnalité, c'est-à-dire juridique, pour assurer la défense de ses droits et de ses intérêts. Donc, lorsqu'il s'agit d'une atteinte, par exemple, de son patrimoine, l'État déclenche un mécanisme de protection de ses biens. Les finances de l'État et les biens de l'État, les biens immobiliers de l'État sont protégés d'ailleurs par des règles de droit très sévères et par des institutions qui sont spécialisées dans ce domaine. Donc vous voyez qu'il est l'allocateur déjà, premièrement l'allocateur des biens, donc c'est lui qui distribue les statuts juridiques et les biens. Lorsque je dis allocateur de biens et de statuts juridiques, je prends l'exemple qui vous concerne. Vous êtes des étudiants. Et un étudiant, c'est un statut juridique. Être étudiant, c'est bénéficier d'un statut juridique, c'est-à-dire être présent dans un amphithéâtre, tout d'abord être inscrit dans une faculté, suivre des cours, passer des examens, avoir une note et au bout du compte avoir un diplôme permettant d'intégrer une structure quelconque parce que c'est reconnu par la société dans sa globalité. Donc être étudiant est un statut juridique pour la simple raison que, admettons qu'il y a votre ami, votre copain, votre copine bien sûr pour les filles, qui va assister avec vous pratiquement à toutes les séances, depuis le début de l'année jusqu'à la fin. Cette personne a-t-elle le droit d'assister aux examens? La réponse automatique c'est non. Pourquoi? Parce que la personne concernée ne dispose pas du statut juridique d'étudiant. Vous voyez donc la différence. On peut aller à la fac, on peut faire ce qu'on veut, mais on ne peut pas avoir le bien qui est la note permettant de valider un diplôme. Et c'est là où apparaît l'importance donc du statut juridique et des biens y afférents, qui est bien sûr le fait d'avoir
un diplôme et d'être considéré en tant que personne ayant reçu une formation d'un certain niveau par des structures organisées reconnues par l'État, qui sont l'État lui-même. Et ainsi donc, l'État devient, et il a été depuis toujours, l'allocateur des biens et de statuts juridiques. Voilà, donc un simple exemple, pour ne pas vous donner d'autres, bien sûr, il y a des milliers. Deuxième point, ou deuxième sous-point plutôt, l'État est souverain. On a dit, le premier point c'était l'État est une entité permanente, donc deuxième point, l'État est une entité souveraine. Donc la notion de souveraineté de l'État renvoie à une doctrine juridique selon laquelle celui-ci est le détenteur exclusif du pouvoir suprême auquel toutes les collectivités et autorités qui lui sont extérieures sont soumises. Donc la souveraineté, bien sûr, se décline sur deux aspects. On va concentrer notre attention, nous, sur le deuxième aspect, mais le premier aspect est néanmoins d'une très grande importance dans la mesure où il s'articule autour de la souveraineté de l'État à l'échelle internationale, vis-à-vis, c'est-à-dire d'autres pays. Donc la souveraineté de l'État dans un ordre international ou dans l'ordre international, c'est que aucune puissance ne peut ordonner à un État ou de se soumettre à sa volonté. Les États, si vous voulez, agissent d'égal à égal entre eux. Et aucun État ne peut exprimer sa supériorité, c'est-à-dire donner des ordres auxquels un autre État doit s'incliner. Ça, le droit international interdit cette relation hiérarchisée entre les États. En fait, ça existe, c'est vrai. On ne peut pas affirmer, par exemple, que les pays africains ont la même importance que la Chine ou les États-Unis ou les pays européens sur l'échiquier international. C'est une certitude. Mais je parle du Maroc. Lorsque je dis les pays africains, ce n'est pas forcément l'Afrique subsaharienne. En droit, il est tout simplement interdit, cette hiérarchie est tout simplement interdite entre les États. C'est-à-dire que chaque État est souverain. Et chaque État dispose, si vous voulez, d'une portion du pouvoir à l'échelle internationale. D'un vote, par exemple, aux Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, etc., etc. Et au niveau, bien sûr, des organisations inféodées aux Nations Unies. Donc, l'égalité en tant que membre, bien sûr, de l'Assemblée Générale des Nations Unies, donc exprime cette égalité entre les États. Bien sûr, abstraction faite de la hiérarchie de fait, même aux États-Unis, plutôt des Nations Unies, dans la mesure où le Conseil, si vous voulez, au niveau du Conseil de sécurité, il y a des États qui disposent du droit de veto et il y en a d'autres qui n'en disposent pas. Ne parlons pas des autres États qui sont là juste, si vous voulez, qui sont soumis au pouvoir des autres États qui disposent du droit de veto. Donc là, c'est une réalité organisée par le droit dans une certaine mesure. Mais revenons donc à notre expression la plus simple des choses, c'est que la souveraineté suppose que l'État est un État souverain. Et lorsqu'on est souverain, lorsqu'un État est souverain, donc il ne peut être soumis à l'autorité d'aucun autre État ni d'aucune autre puissance. Sauf bien sûr lorsque c'est l'État lui-même qui adhère à cette puissance, telle que par exemple les pays européens qui adhèrent au traité de l'Union européenne. Alors à ce moment-là, les États de l'Union européenne cèdent leur souveraineté au profit d'une structure qui chapeaute l'Europe dans son intégralité, et ainsi donc, ils intègrent les décisions de l'Union européenne comme étant des décisions, si vous voulez, qui s'imposent à leur droit interne. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, ce sont par un commun accord les pays qui ont cédé une partie de leur souveraineté à l'organisation fédérative qui est l'Union européenne. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est par le biais de leur souveraineté qu'ils ont accepté de se soumettre donc à cette organisation. Le Brexit est là pour nous le rappeler. Lorsque la Grande-Bretagne a décidé de se retirer, donc il n'y a aucune puissance qui l'a retenu, qui l'a forcé de rester au sein de l'Union européenne. Donc le Brexit était l'expression d'une souveraineté de se retirer de cette structure qui chapeaute l'Union européenne, donc de se retirer de cette
de cette structure supra-étatique et la Grande-Bretagne, donc, actuellement, n'est pas soumise à cette structure supra-étatique. Donc, ce pouvoir suprême correspond, et là je reviens donc à l'ordre interne, et ce pouvoir, la souveraineté dans le cadre interne, c'est-à-dire la notion de souveraineté de l'État qui renvoie à une doctrine juridique selon laquelle celui-ci est le détenteur, c'est-à-dire l'État est le détenteur exclusif du pouvoir suprême auquel toutes les collectivités et autorités qui lui sont extérieures sont soumises, c'est-à-dire qui sont inférieures plutôt. Je parle de l'ordre interne. Donc, ce pouvoir suprême correspond à ce que Max Weber a appelé le monopole de la contrainte organisée. C'est-à-dire que c'est tout ce que autorise l'État, c'est-à-dire devient une réalité. Tout ce que interdit l'État, n'autorise pas l'État, ne peut pas être, tout simplement, ne peut pas intégrer la réalité des faits, le terrain. Cela ne veut pas dire que tout ce qui n'est pas autorisé explicitement ne peut être fait, mais je dirais bien, si vous voulez, par négation, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et alors, lorsque l'État décide de protéger un secteur quelconque ou une activité quelconque, donc il la protège et ainsi donc il la met à l'abri des intrusions ou à l'abri de ceux qui ne peuvent pas l'exercer ou qui ne peuvent pas en disposer comme compétence par exemple. Donc, dans la première expression est nécessairement un pouvoir exclusif d'édicter les règles normatives, fondements de l'organisation sociale. Donc le monopole de la contrainte organisée, la première expression donc de ce monopole est nécessairement le pouvoir exclusif d'édicter les règles de droit. Et on en a parlé de l'importance donc d'édicter les règles de droit. La souveraineté donc de l'État signifie que le monopole de la contrainte permet à l'État, on est toujours en train de parler de l'État, non seulement d'imposer le respect de ses lois, le contrôle bien sûr du fonctionnement et de la décision des structures infra-étatiques, c'est quelque chose qui revient bien sûr à la compétence étatique elle-même. Je m'explique. Je donne un simple exemple concernant l'entreprise. On imagine qu'une entreprise est totalement indépendante par rapport au pouvoir étatique. Ce n'est pas vrai, dans la mesure où, par exemple, que l'entreprise est tenue de tenir une comptabilité. Admettons par exemple que l'entreprise ne tient aucune comptabilité. Alors à ce moment-là, l'entreprise et surtout le chef d'entreprise peut être lourdement sanctionné. Et toute personne qui oppose un document quelconque à ce chef d'entreprise, même de façon indue, peut avoir raison, dans la mesure où le défaut de comptabilité dans une entreprise fait que toute personne présentant un document à charge contre l'entreprise peut être pris en considération par le juge. Le document peut être pris en considération par le juge et être opposé au chef d'entreprise parce que le chef d'entreprise en question n'a pas tenu de comptabilité. Donc à ce moment-là, c'est la sanction prévue par, c'est l'une des sanctions prévues par l'État vis-à-vis d'une entreprise qui ne respecte pas, bien sûr, l'ordre juridique des choses. Parmi les détails de cet ordre juridique des choses, c'est l'obligation de tenir, bien sûr, une comptabilité. Et pour une entreprise, bien sûr, elle doit obéir à un ensemble de procédures. Mais je vous ai donné un simple exemple, c'est celui de tenir, un détail de la procédure, c'est-à-dire celui de tenir une comptabilité. D'accord? Donc vous voyez, je vous donne l'exemple. Ceci n'existe plus désormais en tant que tel qu'avec l'approbation tacite du pouvoir étatique. Alors là, je parle des structures sous-étatiques, des structures inféodées à l'État. Je parle des collectivités territoriales, je parle des associations, je parle de toutes les organisations qui animent la société sous l'autorité, bien sûr, de l'État. Et donc, l'État, à ce moment-là, devient le contrôleur, plutôt je reprends donc depuis le début la keynote,
la souveraineté de l'État signifie que le monopole de la contrainte permet à l'État non seulement d'imposer le respect de la loi, donc vis-à-vis du citoyen dans leur niveau donc, de citoyen, mais également de contrôler au niveau de leur exécution et au niveau de leurs décisions les autres pouvoirs infra-étatiques. Je parle des collectivités territoriales pour rejoindre l'exemple que je viens de vous donner. Je parle des entreprises, je parle des associations, je parle de toutes les organisations se trouvant au sein de la société sous le contrôle bien sûr de l'État. Vous voyez que l'État à ce moment-là devient un élément structurant de tout ce qui est organisationnel, de tout ce qui est structure, de tout ce qui est institution au sein de la société. D'autre part donc, la souveraineté de l'État n'implique pas forcément l'existence du pouvoir politique à l'exclusion des autres pouvoirs qui lui sont subordonnés. C'est-à-dire que l'État ne cherche pas systématiquement à détruire tous les pouvoirs qui lui sont extérieurs. Voilà. Donc, lorsque la souveraineté de l'État ne signifie pas tout simplement que le pouvoir de l'État doit être un pouvoir exorbitant et un pouvoir exclusif des autres pouvoirs au sein de la société. Au contraire, l'État veille à ce qu'il y ait d'autres pouvoirs au sein de la société, mais qui doivent être, je viens de le dire dans la keynote précédente, organisés, structurés et contrôlés par le pouvoir étatique. Je parle ici, bien sûr, des collectivités territoriales, qui sont des structures infra-étatiques, des entreprises, des associations, etc., des syndicats, des clubs de sport, etc., de tout ce qui est, bien sûr, structure destinée à animer et à pérenniser le fonctionnement, bien sûr, de la société. Grosso modo, donc, à partir de tout cela, l'État ne cherche pas systématiquement à détruire les autres pouvoirs qui lui sont inféodés, qui lui sont soumis, mais je voudrais dire que c'est tout à fait le contraire. L'État veille à la création et au renforcement, bien sûr, des pouvoirs sub-étatiques ou infra-étatiques, mais qui servent, bien sûr, la raison de l'État, qui servent, bien sûr, qui sont en phase avec le pouvoir de l'État. Par un jeu subtil d'arbitrage, voilà, c'est ce que je viens juste d'annoncer, par un jeu subtil d'arbitrage entre différents pouvoirs, entre ces différents pouvoirs, l'État fait en sorte d'affirmer le rôle de ceux qui soutiennent son projet d'organisation sociale. Lorsque, par exemple, une structure quelconque soutient, lorsque je parle des collectivités décentralisées, ce sont des personnes morales de droit public. Alors là, forcément, ce sont des structures infra-étatiques qui sont, bien sûr, des extensions de l'État. Mais lorsque, par exemple, d'autres organisations, d'autres pouvoirs, l'entreprise, par exemple, une association, un parti politique, un syndicat, toutes les autres structures que je viens d'évoquer, donc ces structures-là, lorsqu'ils soutiennent le projet d'organisation sociale de l'État, alors ils sont encouragés. Ils bénéficient même des subventions et de l'encouragement et du renforcement et de financement parfois même de l'État. Mais lorsque certains de ces pouvoirs ou certaines de ces organisations semblent ne pas trop soutenir ou ne pas soutenir ou s'opposer au projet d'organisation sociale, alors à ce moment-là, l'État déploie des mécanismes d'affaiblissement de ces organisations, d'une organisation quelconque qui s'avère ne pas en phase par rapport au projet d'organisation sociale. Rappelez-vous qu'au début des années 60, par exemple, au Maroc, le PCN, Parti communiste marocain, a été dissous par décision de la justice. Après, bien sûr, une affirmation par le défunt Bouabid, Abdelrahim Bouabid, était en visite en Union soviétique. Il a tenu un propos assez sévère, assez critique vis-à-vis de l'organisation politique au Maroc et de la royauté en particulier. Et bien sûr, à cette époque-là, c'était un peu la goutte qui a fait, bien sûr, déborder le vase. Et une instance en justice a été entreprise et finalement, il a été dit par le juge que l'idéologie de ce parti
n'est pas conforme à l'identité culturelle, entendez par là religieuse, de notre société, d'où donc ce parti doit être dissous. Et il a été dissous. Plus récemment, il y a eu beaucoup de tentatives de création de partis politiques qui ont été tout simplement mises en veilleuse ou détruites, tentatives détruites, c'est-à-dire avortées par le pouvoir politique, parce que l'une de ces formations, si vous voulez, a été qualifiée de nature religieuse, et la Constitution interdit bien sûr la création de partis politiques sur un fondement religieux. Et un autre parti politique, je ne me représente pas immédiatement donc le nom, a été aussi avorté, une tentative de création d'un autre parti politique a été avortée parce que ça a été, le fondement donc de création de ce parti politique était, si vous voulez, ethnique, communautaire. Et on ne crée pas un parti, par exemple, à Mazir. On ne parle pas un parti Fassi, on ne crée pas un parti Kazaoui. On ne peut créer un parti qu'à l'échelle nationale, qui renvoie à l'identité nationale, mais qui ne renvoie en aucun cas à une identité quelconque, soit communautaire, soit confessionnelle, c'est-à-dire religieuse. Donc, la dimension confessionnelle et la dimension communautaire est strictement interdite comme fondement de création d'un parti politique. Donc vous voyez que par un jeu subtil entre ces différents pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir juridictionnel, l'État fait en sorte d'affirmer le rôle des organismes et des structures qui soutiennent le projet d'organisation sociale et entendez par là d'avorter tout projet de constitution ou plutôt de fonctionnement d'une structure ou d'une organisation quelconque qui ne soutient pas, qui ne va pas dans le sens du projet d'organisation sociale piloté par la puissance publique, c'est-à-dire par l'État. Donc, c'est ça, en quelque sorte, l'expression, bien sûr, à contrario de la souveraineté. La souveraineté, normalement, c'est d'affirmer le rôle de toute organisation et structure qui soutient, infra-étatique bien sûr, qui soutient le projet d'organisation sociale, mais il y a aussi une autre expression de la souveraineté, c'est celle de détruire ou d'avorter toute structure ou tout le fonctionnement de structure qui ne soutient pas le projet d'organisation sociale. Je viens de vous donner donc quelques exemples illustrant ces deux dimensions, bien sûr, d'un seul fait, c'est-à-dire l'expression sur le terrain de la souveraineté. Pour survivre donc, les collectivités et les pouvoirs situés en dehors de l'État, c'est-à-dire infra-étatiques, soumis à l'État, cherchent en permanence, sinon le soutien de celui-ci, du moins une situation conforme aux règles de son projet d'organisation sociale. C'est clair que, à défaut d'être un soutien fidèle à l'État, donc on peut agir seulement de façon à ne pas porter atteinte au projet d'organisation sociale. Je parle bien sûr de formation politique, d'entreprise, etc. Toute organisation en dehors de l'État, c'est-à-dire infra-étatique. Donc c'est effectivement pour survivre. Parce que si on tient ouvertement une position non conforme au projet d'organisation sociale, voire même visant à contrecarrer le projet d'organisation sociale, alors à ce moment-là, forcément, on devient l'objet, bien sûr, de sanctions, voire même de dissolution. L'État donc parvient ainsi à assurer sa mission suprême, celle de veiller à la cohésion et au bon fonctionnement de la collectivité nationale. Une mission qui ne peut être possible qu'en fonction, bien sûr, de la notion de souveraineté ou dont l'État est le titulaire pratiquement exclusif. Voilà. Donc, après cette première section, donc nous passerons à la deuxième section. Bien sûr, je vous rappelle que les éléments, la section consacrée aux éléments constitutifs de l'État, dans le cadre bien sûr d'une définition de deuxième niveau de l'État, seront l'objet de travaux dirigés. C'est Madame Myriam qui va bien sûr vous assurer cet aspect du cours. On discutera bien sûr lors de la toute dernière séance
Est-ce que c'est donc le rôle, donc, ou plutôt la place de cet aidé, de ces travaux dirigés dans le cadre du cours? On va discuter tout cela en fonction, bien sûr, de la fin du processus et du cours et des travaux dirigés liés au cours. D'accord? Donc, nous allons aborder immédiatement maintenant les fonctions de l'État. L'État est un instrument destiné à la réalisation du bien commun. C'est une règle de base, dans la mesure où c'est un pouvoir fédératif, bien sûr, et aussi des identités, mais aussi des intérêts des individus. On l'a expliqué lors de la première section. Ainsi est-il tenu de veiller à défendre, donc je reprends, ainsi est-il tenu de veiller à défendre les intérêts matériels et moraux de la population, voilà, c'est le fondement même du bien commun, en particulier les libertés et les droits des individus membres de la collectivité. C'est là l'aspect politique des fonctions de l'État. Donc la dimension politique repose sur l'impératif qui est celui, un impératif donc de gouvernement, c'est-à-dire que l'État doit remplir, défendre la défense donc bien sûr des intérêts matériels et les intérêts moraux, psychologiques si vous voulez, de confort, etc., de la population. Écologique également, pourquoi pas, matériel et moral. En particulier donc également la question des libertés et des droits des individus qui sont bien sûr les membres de la collectivité. Et sur ce point-là, ce n'est pas seulement les individus, par exemple au Maroc, ce n'est pas seulement les Marocains qui bénéficient de cette défense des intérêts matériels et moraux, mais de toute personne installée légalement sur le territoire national. Et même, à certains égards, les personnes installées de façon illégale sur le territoire national. Parce qu'à ce moment-là, l'État s'adresse à un individu en tant qu'individu, au détriment bien sûr de son statut juridique. On s'adresse à l'homme en tant qu'être humain, indépendamment de son statut juridique. Et à chaque fois que l'on touche l'homme en fonction bien sûr d'une facette quelconque, alors à ce moment-là, on traite cette facette à part entière. Par exemple, une personne clandestine, quelqu'un qui séjourne clandestinement au Maroc, une fois tombé malade, alors les hôpitaux, est-ce qu'ils vont le traiter comme un clandestin ou comme un simple être humain? La réponse est que cette personne-là doit être traitée selon, bien sûr, les règles de conduite commune, les lois, les obligations nationales et internationales, bien sûr, de l'État. Cette personne-là sera traitée comme un être humain. Mais vis-à-vis de la police, c'est une personne qui est installée clandestinement sur le territoire national. Vous voyez donc. Et par exemple, cette personne-là ne peut pas aller à l'université parce que nous ne disposons pas d'un statut régulier. Parce que pour aller, par exemple, suivre des études, il faut avoir un diplôme et bien sûr avoir des papiers et une résidence régulière, des ressources, etc., etc. Donc vous voyez que devant une facette de l'État, la facette santé publique, donc cette personne-là doit être traitée en tant qu'être humain, là, bénéficier des soins, etc. Mais devant le côté juridique, face à la réalité juridique, donc c'est-à-dire la police et la justice, cette personne est une personne vivant clandestinement et doit répondre donc de ce statut une fois bien sûr sortie de l'hôpital, si bien sûr il s'agit d'une personne qui est allée à l'hôpital puis qui est sortie. Donc là je suis en train d'expliquer que un individu peut représenter plusieurs facettes et chacune de ces facettes doit être traitée différemment par les services de l'État. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Et ainsi donc, en cas de besoin, par exemple, de soins, l'État défend les intérêts donc de cette personne, même si cette personne est en état donc de clandestinité. Mais on pose la question à cette personne sera bien sûr prise en tant que telle, c'est-à-dire en situation irrégulière, devant la police, devant la gendarmerie, devant la justice, une fois bien sûr prise par la justice.
Donc vous voyez que ce sont là différents aspects, et chaque aspect, je viens de le dire, doit être traité différemment. C'est là, à ce moment-là, donc, on est en train de discuter l'obligation faite à l'État, ou que l'État doit assurer, celle de défendre les intérêts matériels et moraux de la population, et c'est là l'aspect donc politique des fonctions de l'État. D'autre part, l'État dispose d'instruments juridiques lui permettant d'assurer la mise en œuvre de ses compétences de nature juridique, et c'est là l'aspect juridique, bien sûr, des fonctions de l'État. Lorsque l'État dispose d'instruments juridiques et d'instruments, bien sûr, économiques et financiers, il détient les commandes d'un certain nombre de secteurs économiques, il dispose de la politique de créer et d'exécuter des politiques publiques, etc., etc. Et c'est là où apparaît l'aspect juridique des fonctions, bien sûr, de l'État. Donc, en premier lieu, on va analyser les fonctions politiques, exposer, bien sûr, et analyser. On va exposer et analyser les fonctions politiques de l'État. C'est toute la problématique, donc, de la consistance du rôle de l'État qui se pose à cet égard. L'étendue des compétences de l'État est fondamentalement variable selon les époques et selon la doctrine politique dominante. L'étendue des compétences de l'État est variable selon les époques et selon la doctrine politique dominante. Je reviens pour expliciter ce point-là sur l'évolution de la vocation de l'État. D'un État du Moyen-Âge, je parle bien sûr du contexte européen, d'un État du Moyen-Âge, vers un État moderne, à travers aux États-Unis, en France et même en Grande-Bretagne, une révolution politique et économique en même temps, parce que la révolution française, à titre d'exemple, et britannique également, et américaine. Donc les révolutions là, c'est-à-dire les déclarations qui ont suivi, et les systèmes politiques qui ont suivi, ce sont des systèmes qui ont modifié complètement l'ordre des choses. Donc, la vocation qui a suivi, à titre d'exemple, la Révolution française, et il s'agit de la même chose, par exemple, concernant la Révolution américaine de 1787 et de la Révolution anglaise qui a été précédente d'un siècle. Parce que les Anglais ont réalisé leur révolution industrielle et leur renouveau politique un siècle avant, bien sûr, que cela ne puisse parvenir en France. Et ça, sur ce point-là, il faut être bien méticuleux. Donc, le triomphe de la doctrine libérale à la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle a entraîné la consécration d'un rôle de l'État confiné bien sûr aux fonctions régaliennes ou de souveraineté. Confinement, c'est-à-dire réduit aux fonctions régaliennes et de souveraineté. Je reviens sur cette période-là, partant bien sûr de l'exemple français, qui est le plus proche de ce qui se passe bien sûr chez nous. Immédiatement après la Révolution française, immédiatement en termes historiques, et dans cet exemple-là, c'est 2 années après. La Révolution française, c'est 1789, et je parle ici d'une période qui va démarrer à partir de mai 1791. C'est les décrets d'Allard. Notez ce point-là, notez ça et faites des recherches sur Google, les décrets d'Allard II. Donc, les décrets d'Allard étaient destinés tout simplement à réduire en ayant l'ordre traditionnel, l'ordre, si vous voulez, de la société du Moyen-Âge, axé sur l'ordre de métier, sur donc l'interdiction de circuler, etc., etc., etc. Et donc, les décrets d'Allard ont tout simplement réduit et dissolu ces ordres professionnels. Et ainsi donc donné liberté aux personnes de circuler là où elles veulent et de faire le travail
qui, bien sûr, qu'ils ont envie de faire. D'accord? Donc, d'où d'ailleurs cette expression laisser aller, laisser faire. Le fondement même du libéralisme moderne, laisser aller, laisser faire. Et vous voyez donc qu'à ce moment-là, les décrets d'Allard je parle du cas français, ont été le déclic du libéralisme économique et également politique. Et lorsque les décrets d'Allard en même temps ont interdit aux collectivités publiques d'agir dans le domaine économique et de laisser libre cours à l'initiative privée pour bien sûr contrôler l'ordre économique, alors à ce moment-là, la vocation de l'État était très clairement définie. L'État ne doit pas intervenir en matière économique, mais laisser l'initiative privée faire. Donc à ce moment-là, quel a été le rôle de l'État à partir de cette date? C'est-à-dire la fin du XVIIIe siècle. 1700, la Révolution française, c'est pratiquement le bout du XVIIIe siècle, c'est-à-dire 1789. Et là, je parle bien sûr du décret d'Allard en 1791. D'accord? Donc, le rôle de l'État a été réduit aux fonctions, si vous voulez, d'autorité, aux prérogatives de puissance publique, c'est-à-dire la monnaie, c'est-à-dire la défense nationale, la justice et quelques éléments qui vont apparaître par la suite comme l'enseignement et la santé, mais qui sont apparus beaucoup plus tardivement, bien entendu, comme éléments des services publics. D'accord? Et à ce moment-là, tout le reste de l'activité économique a été attribué, a été du ressort bien sûr de l'initiative privée, ce qu'on appelle d'ailleurs l'État gendarme. L'État n'exerce qu'un rôle de régulation, qu'un rôle si vous voulez, de contrôle, Je disais donc, l'État n'exerce qu'un rôle de régulation et de contrôle sur le fonctionnement des entreprises pour bien sûr gérer l'activité économique, mais par le biais du droit, mais pas par une intervention directe, c'est-à-dire un rôle de régulation, grosso modo, je viens de le dire. Voilà. À partir donc de la Première Guerre mondiale, depuis cette date, depuis les décrets d'Allard, et jusqu'à l'approche de déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914, cette vocation a été une vocation, si vous voulez, générale. Mais à partir de l'approche de la Première Guerre mondiale, cette vocation va subir les effets de l'évolution idéologique et des exigences techniques, bien sûr, en faveur d'un rôle plus poussé de la puissance publique sur les plans économiques et social, dont les compétences donc vont englober tous les aspects de la vie en société. Là, je m'explique. Donc, à l'approche, les impératifs de l'acte de guerre, des actes de guerre. Bien sûr, lorsque une guerre, c'est une destruction massive donc des ressources de la société. Et c'est une destruction aussi massive des circuits de redistribution et de distribution, de circulation, bien sûr, des biens, qui sont le fondement même de la construction sociétale. Lorsque je dis système économique libéral, c'est les entreprises qui créent les biens et la richesse, et lorsque les entreprises créent les biens et la richesse, ils ne peuvent le faire que sur la base d'une structure bien organisée de distribution de la richesse, de distribution des biens bruts et d'une bonne organisation du marché, n'est-ce pas? Et donc, tout cela a été détruit à l'approche de la guerre et surtout par le fait de la guerre. Et donc, pour reconstruire la société et le tissu social et économique vivace après la guerre, donc il n'était pas possible de le faire par le biais de l'initiative privée. Parce que l'initiative privée a été réduite à ses plus simples expressions. Donc, il a fallu tout simplement que l'État intervienne pour reconstruire
l'activité économique pour reconstruire la société et pour redonner, si vous voulez, une certaine consistance à la société, étant fondamentalement atteinte, disloquée, détruite par le fait de guerre. D'autant plus que, par exemple, je vous donne un exemple qui va être non pas celui de la Première Guerre mondiale, mais un exemple qui va se dérouler par la suite, mais qui rentre dans le même cadre, si vous voulez, de ce que je suis en train de dire. Le fait de guerre a détruit l'approche de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, a détruit bien sûr les houillères du nord de la France. C'est un exemple. Les houillères du nord de la France, c'est les minerais, c'est bien sûr les installations de l'entreprise chargée d'extraire le charbon, si vous voulez, minéral. Et on sait très bien qu'à cette époque-là, ce n'était pas le pétrole qui est la première source d'énergie, mais c'était le charbon minéral. Et donc, le fait de guerre a rendu impossible la continuité de cette entreprise. Et alors, il a fallu que l'État fasse un choix devant deux réalités différentes. Soit, tout simplement, laisser périr cette entreprise, qui était une entreprise privée, laisser périr cette entreprise et du coup se retrouver face au chômage de milliers de gens, centaines de milliers de gens, et aussi, d'un autre côté, se retrouver en manque, bien sûr, d'une source d'énergie stratégique qui est le charbon minéral, ou alors devenir le propriétaire de l'entreprise et devenir en même temps intervenant en matière économique. Donc le choix qui a été décidé immédiatement par la puissance publique en France, c'était de récupérer la propriété de l'entreprise et se transformer en patron, chef d'entreprise, chargé bien sûr de gérer le personnel, de gérer l'activité, d'organiser l'activité, de vendre et d'acheter, bien sûr de vendre le charbon de bois aux entreprises et d'acheter les services de l'entreprise, le gazole, etc., etc., etc. Donc vous voyez que l'État, en voulant protéger une structure économique stratégique, est devenu le propriétaire de cette structure économique stratégique. La même chose à la suite donc, de la crise financière qui a touché lourdement les États-Unis en 2007-2008 jusqu'à pratiquement 2011. Donc, si vous vous rappelez bien, le président des États-Unis a décidé de nationaliser une bonne partie du capital, surtout des grandes entreprises de construction automobile. Chrysler, Ford à leur tête. Donc si l'État américain n'avait pas décidé de nationaliser une partie du capital de ces entreprises, entendait par là renflouer les finances de ces entreprises par le coût de milliards de dollars, de gros sous, alors à ce moment-là, Chrysler et Ford seraient déjà tombés en faillite et disparus. Donc, bien sûr, les États-Unis ne pouvaient pas, à cette époque-là, se payer le luxe de perdre un secteur économique fleurant de leur économie, bien entendu. C'est d'abord l'image de marque des États-Unis, et c'est ensuite des centaines de milliers, voire même des millions de gens qui vont se retrouver dans la rue, sans activité. Et donc, l'État, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit au Maroc, partout, l'État ne peut pas laisser une mutilation économique se dérouler. L'État ne peut pas accepter qu'une entreprise stratégique soit dissoute, soit, si vous voulez, tomber en faillite et ainsi donc récupérer les miettes, récupérer les effets extrêmement néfastes de la disparition de cet État, sous forme bien sûr de centaines, voire même de millions de gens au chômage. Comment l'État va-t-il gérer ces millions de gens au chômage? Donc au lieu de tout cela, l'État prend le devant et récupère en grande partie les actions donc, de cette entreprise, c'est-à-dire devient propriétaire d'une bonne partie de l'entreprise, c'est-à-dire renflouer les caisses de cette entreprise par des milliards de dollars pour permettre à l'entreprise de survivre. Et ce qui se passe actuellement, notamment vis-à-vis des grandes entreprises aériennes, la France a déjà déclaré qu'il va renflouer les caisses de Air France, société bien sûr de transport aérien national en France. C'est une entreprise privée, juste pour vous le rappeler, ce n'est pas une entreprise étatique. Et pourtant, elle va bénéficier d'une subvention remboursable bien sûr à long terme de 7 milliards
euros. Une somme qui n'est pas rien. Donc qui va lui permettre de dépasser les effets néfastes donc, du confinement et de la fermeture de l'espace aérien, et aussi bien en français qu'international d'ailleurs, que nous vivons actuellement. Donc vous voyez que l'État préfère tout simplement devenir propriétaire d'une grande activité stratégique plutôt que de laisser disparaître cette activité et ainsi donc gérer les conséquences extrêmement néfastes donc, de cette disparition. Donc vous voyez qu'en fonction de facteurs comme ceux-là, l'effet de guerre, j'ai parlé bien sûr d'effets, je vous ai donné plusieurs exemples d'effets en fonction de l'effet de guerre, mais il faut aussi revenir sur l'exemple de l'évolution idéologique. L'évolution idéologique est aussi importante dans la mesure où, en 1917, la mise en place de l'Union soviétique a secoué bien sûr les constantes idéologiques en Occident. Donc, beaucoup d'Occidentaux, aussi bien philosophes que simples citoyens, croient que le capital a atteint sa phase finale. Et donc il faudra passer à autre chose, notamment à une société communiste, telle que l'a prévu d'ailleurs Karl Marx. Donc les idées de Karl Marx, après l'instauration de l'Union soviétique, sont devenues beaucoup plus simples à circuler parmi l'élite intellectuelle européenne. Alors à ce moment-là, on ne refuse plus par nature ou par réflexe l'idéologie marxiste, mais on essaye de trouver, de l'accepter et éventuellement de l'adapter à l'environnement occidental fondamentalement libéral. D'où l'apparition d'une nouvelle vocation de l'État en Occident. Donc, j'ai résumé grosso modo l'État, la consistance donc de l'État sous l'État gendarme, donc avec la vocation État gendarme. Par la suite, donc, est apparue une nouvelle, je viens de le dire, une nouvelle vocation de l'État qui est tout simplement à la base d'une simple action de distribution de secours à la population. L'action de l'État s'est peu à peu étendue à l'action économique et sociale, en fonction également des explications que je viens de vous donner. La distribution de secours à la population ne constitue en fait qu'une action vis-à-vis directement de la population. Mais il y a d'autres facteurs, notamment le facteur idéologique et également le facteur de fait de guerre, qui est à la base de la propriété, bien sûr, de secteurs économiques clés par l'État, l'appropriation par l'État des secteurs économiques d'une très grande importance. Donc, l'action de l'État s'est peu à peu transformée à l'action économique et sociale, subventions versées pour les entreprises non lucratives, pour les activités privées déficitaires, appui, puis prise en charge d'entreprises en difficulté et dont le poids est considérable sur le plan national. Voilà, donc tout un mélange de facteurs. Il y a des facteurs qui sont si simples, il y a d'autres qui sont quasiment d'ordre stratégique, qui ont déterminé la transformation de la vocation de l'État d'un État gendarme vers un État-providence. Donc, le processus aussi des nationalisations qui a été décidé pratiquement partout en Europe, en France plus particulièrement, après 1946, et surtout le préambule de la Constitution de 1946, dont le point numéro 8, l'alinéa numéro 8 de ce préambule, constitue une véritable machine juridique si vous voulez, à la base des grandes nationalisations qu'a connues la France. Et à l'image de la France, les autres, bien sûr, pays européens, qui ont certainement, pour certains pays, ont précédé ce processus de nationalisation qui s'est déroulé en France. Donc le processus de nationalisation confirme cette tendance et permet à l'État la propriété, la direction et la gestion des secteurs stratégiques de l'économie nationale dans la plupart des pays à économie libérale. Donc c'était les chemins de fer, l'industrie aéronautique, le secteur bancaire et d'assurance, la distribution d'énergie, etc., etc., etc. Un exemple tout à fait frappant, c'est qu'en France, on a même nationalisé la régie Renault. Renault, qui est devenue régie Renault. Et à ce moment-là,
la nationalisation de Renault s'est effectuée non pas parce que le secteur automobile était considéré à l'époque comme un secteur stratégique. Bon, c'est normal que c'est stratégique, mais il aurait pu être mené. Ce n'est pas un secteur, si vous voulez, ce n'est pas un monopole de l'État, si vous voulez, la construction automobile. C'est-à-dire, selon les dispositions de la Constitution de 1946, surtout l'alinéa 8 du préambule, donc Renault ne rentre pas dans le cadre des secteurs susceptibles de nationalisation. Mais alors pourquoi? La raison, c'est que Renault a collaboré avec l'ennemi nazi en France lorsque les nazis ont occupé la France. Donc Renault a coopéré avec l'occupant. Et ainsi donc, une fois le territoire national donc récupéré, une fois le gouvernement légitime réinstallé après bien sûr la gloire de 1945, la gloire donc, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale tout simplement, lorsque le gouvernement légitime s'est réinstallé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc c'était tout simplement une structure à sanctionner. Et du coup donc on a exproprié Renault et on l'a transformé en société nationale, la régie Renault. Vous voyez donc qu'il y a plusieurs facteurs qui permettent le changement de statut d'une activité privée à une activité d'ordre public, c'est-à-dire service public. Donc, pour différentes raisons que j'ai citées auparavant. À la suite donc de la Seconde Guerre mondiale, le rôle de l'État va s'étendre au secteur social. Et ça, c'est très important. Influencé par la théorie de Keynes, l'économiste britannique Beveridge élabore au cours des années 40 la notion de welfare state, l'État-providence, l'État protecteur, c'est-à-dire. L'État, donc, en conséquence, est plutôt chargé d'organiser le bien-être de la population par le développement d'un système de protection sociale unifié et doit libérer l'homme du besoin. Entendez par là une structure de redistribution de la richesse nationale de façon à permettre à tous de bénéficier donc de cette richesse. Même les gens qui, par exemple, par le fait de maladie, d'handicap ou autres, qui sont dépourvus de ressources, donc ils peuvent d'une certaine manière bénéficier d'une partie de la richesse nationale sous forme donc de subventions, sous forme d'allocation de maladie ou d'allocation de chômage, etc. Ce qu'on appelle par la suite allocations de chômage, qui sont valables jusqu'à présent dans la plupart des pays européens. Ainsi donc, le principe libéral selon lequel la protection sociale et efficience sont économiques est tout simplement rejeté. Il y a eu un renouveau donc de ces éléments-là. Par exemple, lorsque notre ancien chef de gouvernement, M. Benkelen, a dit qu'il faut laisser la santé et l'enseignement public, donc il faut les mettre de côté et il faut les confier à l'initiative privée. Donc il a affirmé à tort quelque chose qui va s'avérer, qui sera bien sûr démenti par l'histoire. Actuellement, s'il n'y avait pas d'hôpitaux publics, s'il n'y avait pas une école publique fiable, il n'y aurait pas une continuité bien sûr de beaucoup de choses. C'est l'école publique et l'université publique qui permet bien sûr la continuité et la pérennité bien sûr d'un système d'enseignement à distance qu'on est en train de faire maintenant. Ne parlons pas des hôpitaux publics. Si tout un chacun qui s'est senti malade du coronavirus est allé vers une clinique privée, alors là, vous pouvez imaginer ce que ça veut dire. Être pris en charge, et surtout pour les malades lourdement atteints par les effets donc, du coronavirus, alors là, ça peut être... ce serait impossible pour le simple citoyen d'être pris en charge et de payer une prise en charge par une clinique privée, une hospitalisation à cause du corona. Donc à ce moment-là, imaginez qu'il n'y avait pas d'hôpitaux publics et que l'État était totalement absent. C'est pas possible, n'est-ce pas?
D'où donc cette hypothèse, le principe libéral selon lequel la protection sociale et efficience sont antinomiques. Au nom bien sûr d'équilibre macroéconomique, c'est-à-dire maintenir les équilibres financiers au détriment bien sûr des équilibres sociaux, on décide de brader la santé et l'enseignement. C'est une erreur stratégique. Donc, si on décide de maintenir seulement les équilibres financiers, on est forcément amené à croire que protection sociale et efficience sociale sont antinomiques. Efficience économique et financière sont antinomiques. Mais en réalité, le système d'enseignement et le système de santé sont les fondements même d'une société agissante, d'une société saine d'esprit et de corps, et qui peut être une société assez en mesure, bien sûr, de confronter une réalité assez difficile. Et à ce moment-là, vous voyez que lorsque les Occidentaux se sont rendus compte que protection sociale et efficience financière ne sont pas antinomiques, lorsqu'ils ont rejeté cette considération du libéralisme classique, ils sont allés à la recherche d'une plus grande justice sociale et par la suite, bien sûr, capacité sociétale, je ne dis pas sociale, je dis sociétale, pour évoluer et pour rendre la société encore plus riche, c'est-à-dire pour aller de l'avant au niveau de cette quête d'enrichissement, si vous voulez, global de la société. De la sorte donc, l'État acquiert un rôle considérable en dépassant bien sûr cette antinomie entre efficience, entre protection sociale, entre intervention dans le cadre, le domaine social, c'est-à-dire la santé, l'enseignement et les allocations médicales et sociales, etc., etc., et bien sûr l'efficience économique et financière. Donc lorsqu'on a dépassé cette vision, l'État a pu acquérir un rôle considérable dans l'œuvre de régulation économique et l'équilibre social, lui permettant tout simplement de lutter de façon plus efficace contre les crises cycliques et de reprendre en charge la direction de l'économie nationale. Les crises cycliques, telles que la crise de 1929, qui a été profondément une crise du libéralisme. Ce n'était pas une crise de gestion économique, mais c'était une crise du libéralisme dans la mesure où les économistes savaient, à titre d'exemple, que l'inflation ne peut pas aller avec la stagnation. S'il y a inflation, donc il n'y a pas de stagnation, et s'il y a stagnation, il n'y a pas d'inflation, faites des recherches si vous voulez, en termes d'économie politique, ce que ça veut dire l'inflation et ce que ça veut dire la stagnation. La crise de 1929, c'était une crise de stagflation, stagnation et inflation, c'est-à-dire une crise tout à fait nouvelle qui est due non pas autant que l'étaient les crises cycliques depuis le XVIIe siècle, à travers le XVII, XVIII, XIXe siècle, qui étaient des crises de pénurie. Les crises, donc, dans les siècles précédents, étaient des crises de pénurie. Lorsqu'il y a une sécheresse qui touche, bien sûr, tout le continent, je parle de l'Europe, tout le continent, alors là, il y a crise en termes de produits alimentaires qui est suivie par une crise financière, etc., pour répondre aux conséquences de la crise donc, agricole et de la crise en matière de rareté des produits alimentaires. Il se suit, bien sûr, une crise financière. Mais la crise de 1929, ce n'était pas une crise si vous voulez, de pénurie, due à la pénurie, mais c'était une crise due, bien sûr, à l'abondance. On a énormément de marchandises et on a beaucoup de difficultés à faire écouler ces marchandises. Et donc, c'est devenu une crise qui compose deux éléments contradictoires, la stagnation et l'inflation. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs une crise de stagflation. Donc essayez de faire des petites recherches sur ce point-là. Je vous ai donné juste un exemple. Et pour illustrer ce que je suis en train de dire grosso modo, donc l'État qui intervient qui prend en charge les leviers de commande économique,
est tout à fait en mesure de lutter contre les crises cycliques. Rappelez-vous ce que j'ai dit à propos des houlières du nord de la France et à propos de Ford et Chrysler, dans deux périodes bien sûr historiques bien différentes et dans deux contextes différents. Le premier contexte, houlières du nord de la France, appropriation par l'État des houlières du nord de la France par la puissance publique, donc dans une période de fin de la Deuxième Guerre mondiale, et appropriation partielle par l'État aux États-Unis pour sauver, bien sûr, pour maintenir, pour permettre la survie de Chrysler et de Ford, bien sûr que vous connaissez tous, gros constructeurs automobiles, deux des plus gros constructeurs automobiles dans le monde, pour leur permettre, bien sûr, de survivre et de dépasser les conséquences de la crise économique et financière de 2008, 2009 jusqu'à 2011-2012. Donc, l'État, en intervenant dans le secteur économique, sous forme d'État-providence, État protecteur, État entrepreneur, donc il devient plus en mesure de lutter et de réduire les effets néfastes donc des crises cycliques et ainsi donc de prendre en charge la direction de l'économie nationale. Voilà donc, nous passons au deuxième aspect concernant les fonctions de l'État et nous aborderons immédiatement les fonctions juridiques de l'État. Voilà, à ce moment-là, pour démarrer ce dernier paragraphe, je reviens donc à cette définition de ce que c'est que l'État personne morale et surtout en quoi consiste sur le terrain cet État personne morale. Donc l'État personne morale de droit public dispose du pouvoir d'édicter les règles de droit, le pouvoir normatif, c'était un leitmotiv donc dans notre chapitre d'aujourd'hui, et même au niveau du chapitre de la première section du chapitre 1, au début des cours, lorsque nous avons bouclé l'introduction. Donc l'État dispose du pouvoir d'édicter les règles de droit, le pouvoir normatif, c'est-à-dire, et du pouvoir de les exécuter, c'est-à-dire de les mettre en œuvre, en faisant recours, le cas échéant, à la contrainte légitime et institutionnalisée. Rappelez-vous donc en quoi consiste le principe de la contrainte légitime ou de la force légitime. D'accord? Donc, la contrainte légitime institutionnalisée. À ce titre, donc, l'État assure un certain nombre de fonctions qui lui permettent d'exercer sa souveraineté sur le plan interne et international et de mettre en œuvre ses programmes et ses objectifs politiques. La théorie classique dégage trois fonctions fondamentales de l'État, la théorie bien sûr de la séparation des pouvoirs, la fonction législative, la fonction exécutive et la fonction juridictionnelle. Et l'évolution institutionnelle au cours du XXe siècle réduit bien sûr la rigidité de cette répartition des fonctions juridiques de l'État. Bien sûr, il n'y a pas une répartition hermétique entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Il y a par contre, ou plutôt il y a surtout collaboration permanente entre les pouvoirs. Bien sûr, chaque pouvoir dispose d'un statut juridique spécifique, d'une entité et de compétences spécifiques qui lui sont réservées, mais à travers tout cela, le pouvoir dispose bien sûr, ou plutôt ce pouvoir collabore, chaque pouvoir collabore avec les autres de façon extrêmement intense pour, au bout du compte, constituer la finalisation du pouvoir de l'État. Désormais donc, la complémentarité se substitue à la soumission qui a toujours marqué les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Bien sûr, dans un cadre classique, jusqu'à pratiquement la Ve République, l'avènement de la Ve République en France, bien sûr, je me remets toujours à l'exemple français pour des raisons multiples. La première de ces raisons, qui n'est pas pour moi la véritable première raison, mais une raison pour vous très importante, parce qu'on a seulement des ouvrages en langue française que vous pouvez travailler, en arabe bien sûr, et en langue française. D'où donc je me réfère beaucoup plus au modèle français. Donc,
jusqu'à l'avènement de la Ve République en 1958, la Constitution de 1958, auparavant, c'est-à-dire avant, il y avait toujours une sorte de hiérarchie entre le pouvoir législatif qui crée la règle de droit et qui exerce la souveraineté de l'État et le pouvoir exécutif qui ne fait que exécuter les lois décidées et dictées par le pouvoir législatif. Donc, en 1958, cette hiérarchie a cédé le pas à une sorte de fonctionnement collaboratif et une sorte de complémentarité entre les deux pouvoirs, c'est-à-dire que le pouvoir exécutif exerce lui-même une bonne partie de la procédure législative et le Parlement peut aussi contrôler les politiques publiques, le détail des politiques publiques telles qu'elles sont bien sûr déclinées par le pouvoir exécutif, c'est-à-dire une sorte d'action collaborative quasiment fusionnelle, si vous voulez, entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Alors, donc, à ce moment-là, le pouvoir juridictionnel, à travers tout cela, requiert une importance majeure comme pouvoir indépendant au sein de l'État, chargé d'ailleurs, entre autres, mais fonctions majeures du pouvoir juridictionnel, comme étant chargé de la protection des droits et libertés fondamentaux qui sont devenus la mode, bien sûr, de l'expression de la profondeur démocratique d'un État moderne. Un État qui respecte les droits par le biais de ses juridictions, parce qu'il ne suffit pas tout simplement d'avoir des règles pour dire qu'on est un pays respectueux des droits et libertés fondamentaux. Mais il faut que ce respect soit exprimé sur le terrain et au niveau de l'effectivité de l'exercice de ces droits. Et alors, à ce moment-là, intervient le rôle du juge, qui serait le véritable garant de l'exercice et de l'effectivité de l'exercice donc de ces droits et libertés fondamentaux. Et le juge, à ce moment-là, est devenu le véritable protecteur, c'est-à-dire assurant l'effectivité de l'exercice des droits et libertés fondamentaux par, bien sûr, les citoyens. Premièrement, donc, la fonction législative. En règle générale, cette compétence est dévolue au Parlement, sur la structure législative par excellence. D'ailleurs, Carré de Malberg a défini la loi par une simple définition, c'est l'acte voté par le Parlement. La loi est l'acte voté par le Parlement. C'est la définition classique, tout simplement, la définition organique de la loi. L'organe législatif, donc, est chargé d'édicter les normes juridiques sous forme de règles générales et impersonnelles, c'est-à-dire les lois. Source de cette acception, la loi se définit selon le critère organique par référence à l'organe qui en a la charge, notamment le Parlement. Et là, je parle immédiatement, vous pouvez bien me le dire, donc de la définition de Carré de Malberg dans son vieux ouvrage qui date bien sûr du début des années 20, 1921 plus précisément. La tendance donc à la rationalisation des rapports entre l'organe législatif et l'organe gouvernemental met en cause cette définition. C'est-à-dire à ce moment-là, et rappelez-vous de la fin de l'introduction, juridicisation donc du droit constitutionnel. Rappelez-vous-en. Revenez donc à ce dernier paragraphe de l'introduction. La tendance à la rationalisation des rapports entre l'organe législatif et l'organe gouvernemental met en cause cette définition. Entendez par là que la rationalisation du travail parlementaire signifie que le gouvernement également peut intervenir au niveau de la procédure législative, c'est-à-dire sous forme tout d'abord de projet de loi, deuxièmement opposition de recevabilité au cours de la discussion d'un texte législatif. Le gouvernement peut s'opposer à toute disposition dans un texte de loi en discussion et qui serait de ressort du pouvoir exécutif, et aussi processus de délégalisation lorsque par exemple le gouvernement estime qu'une loi qui a été déjà promulguée contient une disposition de nature exécutive, alors à ce moment-là, il peut recourir au juge constitutionnel pour demander de la transférer du domaine législatif vers le domaine exécutif, en termes que texte. Parce qu'en réalité, elle fait partie, selon la Constitution, fait partie des compétences
gouvernementale. Donc vous voyez que ce sont là juste quelques aspects de la rationalisation des rapports entre l'organe législatif et l'organe gouvernemental et qui signifie au bout du compte l'interférence entre la compétence exécutive et la compétence législative en matière de création de lois, en matière législative. C'est-à-dire que le gouvernement peut lui aussi intervenir dans ce processus. Et bien sûr, le Parlement peut intervenir pour contrôler bien sûr le fonctionnement du gouvernement, non seulement par le procédé classique des questions parlementaires, mais également par tout un processus de création de commissions d'enquête, de fonctions quasiment, je ne dis pas quasiment, je dirais plutôt de compétences constitutionnelles de contrôler les politiques publiques. De contrôler les politiques publiques, donc exécutées en cours d'exécution par le Parlement et dans leurs différentes étapes. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, les constitutions à partir de 1958 en France et de 2011, de 96-2011 au Maroc, bien sûr, même la constitution de 2002 a intégré une bonne partie donc de la rationalisation des rapports entre l'organe législatif et l'organe gouvernemental, mais au Maroc, c'est surtout la constitution de 2011 qui a finalisé ce processus. Donc vous voyez qu'on ne peut plus affirmer que la loi est l'acte voté par le Parlement, mais la loi est l'acte dans lequel le gouvernement intervient également. Rappelez-vous, cette polémique autour de la loi 2220, c'est un projet de gouvernement. C'est un projet de loi mis en place par le gouvernement et qui a fait couler, bien sûr, en fonction de sa mauvaise qualité, de sa nature liberticide, tout simplement. Donc, et là, ce qui nous concerne ici, ce n'est pas tellement les adjectifs liés à la qualité donc, de ce texte de loi, mais c'est que le gouvernement qui initie donc un texte, et qu'au bout du compte, c'est le Parlement qui le vote. Et rappelez-vous, avant, déjà, le décret-loi prononçant, imposant bien sûr l'état d'urgence sanitaire. Donc c'est un décret-loi. Et normalement, c'est la loi qui est compétente c'est le Parlement qui est compétent pour déclarer l'état d'urgence sanitaire. Mais étant bien sûr dans dans une situation urgente, et que le Parlement, que la session parlementaire n'a pas encore démarré, donc c'est le gouvernement, sur la base d'une disposition constitutionnelle, qui a pris un décret-loi qui va entrer en exécution immédiatement après sa signature par le chef de gouvernement, mais qui deviendra une loi après, bien sûr, sa discussion et son approbation par le Parlement lors de la session parlementaire qui a déjà démarré actuellement. Donc, vous voyez qu'il y a une grande collaboration sur la base de la rationalisation du travail parlementaire, non pas une collaboration volontariste, mais une collaboration bien sûr déterminée par la Constitution. L'institution parlementaire donc n'a plus l'exclusivité de l'exercice du pouvoir normatif, je viens de le dire. Une part importante de ce pouvoir revient par la force de la Constitution au pouvoir exécutif sous différentes formes, donc loi d'habilitation, décret-loi, etc., etc., et d'autres procédures que je viens de donner comme exemple, l'opposition de recevabilité, la procédure de délégalisation d'une disposition sous forme de nature réglementaire mais prise sous forme législative, etc. Il suit de là donc que la fonction législative, dans sa dimension matérielle, est coupée en deux portions. L'une est prise en charge par l'organe législatif, le critère organique, donc article 71 par exemple de la Constitution marocaine. L'autre est prise en charge par le pouvoir réglementaire, notamment le pouvoir exécutif, l'article 72 toujours dans le cadre de l'exemple marocain. Le critère organique donc ne constitue qu'un aspect du critère matériel. Voilà. En contrepartie, le Parlement est chargé d'une fonction de contrôle du gouvernement qui lui confère une influence certaine sur l'action gouvernementale, parmi lesquelles je viens de l'évoquer il y a quelques instants, contrôle des politiques publiques. À titre d'exemple, ce n'est qu'un exemple, les aspects du contrôle sont
multiples. Donc, deuxième point, la fonction du gouvernement, c'est-à-dire la fonction du pouvoir exécutif. Le pouvoir gouvernemental comporte deux aspects, bien sûr. Un pouvoir réglementaire autonome, c'est un peu compliqué à expliquer. J'aurais bien voulu commencer par le pouvoir d'exécution, plutôt un pouvoir d'exécution. Je prends l'exemple, je prends la pente du bas vers le haut et pas du haut vers le bas, c'est beaucoup plus simple à aborder. Donc un pouvoir d'exécution, en premier lieu, le gouvernement agit par décision réglementaire ou par acte individuel, bien sûr en vue d'exécuter la règle de droit général et impersonnel édictée par le pouvoir législatif. Ce sont les actes d'application qui sont subordonnés aux actes législatifs et nous pouvons les contredire. Le principe de la légalité est là pour nous le rappeler. Le principe de la légalité signifie une sorte de hiérarchie mécanique des normes. La norme inférieure est toujours doit être toujours soumise à la norme supérieure. Les lois étant la norme supérieure et les règlements sont la norme étant la norme inférieure, donc les règlements doivent être toujours conformes aux lois, principe de la légalité en l'occurrence. D'accord? Ça c'est le premier aspect, si vous voulez, du pouvoir attribué à la puissance publique, c'est-à-dire au pouvoir exécutif, entendez par là. En outre donc, le gouvernement accomplit une part importante en matière d'initiative des lois, ainsi qu'au niveau de l'élaboration formelle des actes législatifs. Voilà, je viens de l'expliquer il y a quelques instants. L'initiative des lois revient concurremment au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif. Donc, il y a des projets de loi et des propositions de loi. Les projets de loi sont le fait du gouvernement et les propositions de loi sont le fait de membres de l'instance de l'institution parlementaire. Au niveau des procédures également, le gouvernement intervient, je viens de le dire, il y a deux procédures de base qui constituent des interventions au niveau de la procédure législative, l'opposition de recevabilité, etc. Exemple, mais ajouter au niveau de l'exemple l'opposition, plutôt l'exemple de la délégalisation, c'est-à-dire du retrait de l'aspect législatif à une disposition qui est en profondeur de nature exécutive, c'est-à-dire redonner à une disposition exécutive sa nature effectivement exécutive alors qu'elle a été prise par le Parlement sous forme de disposition législative. Voilà, je reviens maintenant à ce premier point donc, que j'ai considéré comme le deuxième aspect, le deuxième cran au niveau de la pente, c'est-à-dire que je devais en prendre du bas vers le haut. Donc le pouvoir réglementaire autonome, si vous lisez l'article 71 et 72 de la Constitution marocaine, donc vous allez trouver que l'article 71 détermine les compétences du pouvoir législatif. L'article 72 dispose tout simplement tout ce qui ne rentre pas dans le cadre des fonctions législatives relève de la compétence réglementaire. C'est-à-dire, prenez un simple exemple, un noyau dur qui constitue les pouvoirs, les attributions du Parlement, donc du pouvoir législatif, et tout ce qui n'est pas ces attributions, eh bien, c'est du domaine du pouvoir exécutif. Entendez par là que la compétence générale en matière législative revient au gouvernement, alors que le Parlement dispose d'une compétence liée, une compétence déterminée par l'article 34. C'est vrai que en France, par exemple, le rapport entre l'article 34 qui détermine les compétences du Parlement et l'article 37 qui dispose tout ce qui ne revient pas par le biais de la Constitution au Parlement et du ressort du pouvoir exécutif a été complètement chamboulé, a été complètement modifié par le fait bien sûr de la jurisprudence constitutionnelle, du juge constitutionnel, mais chez nous, le rapport entre l'article 71 et 72 est un article immuable, est un rapport immuable. C'est-à-dire que les compétences qui sont du ressort du Parlement, il doit les exercer, les compétences qui sont en dehors
du cadre de l'article 71 sont attribués par la force donc d'une lecture exégétique de la Constitution au pouvoir exécutif. Voilà. C'est un pouvoir réglementaire autonome, c'est-à-dire qui n'est pas soumis au principe de légitimité, qui n'est pas soumis aux lois, entendez par là, mais qui est un pouvoir qui tire sa légitimité directement de la Constitution, qui tire sa substance directement de la Constitution et ne passe pas par les lois, parce que la compétence législative qui passe par la loi, qui doit être soumise à la loi, c'est la compétence exécutive, le règlement d'exécution. D'accord? Donc, les règlements autonomes constituent par là même des règles générales et impersonnelles, au même titre que les règles de nature législative édictées par qui sont normalement les règles législatives édictées par le Parlement, par la force de la Constitution, notamment les décrets-lois à titre d'exemple, et surtout certaines compétences qui sont en dehors même du décret-loi, parce que le décret-loi, je viens de le dire, c'est une compétence qui va revenir par la suite au Parlement par le fait même de la Constitution. Mais le gouvernement peut prendre des règlements autonomes directement donc liés à la Constitution. Voilà. Donc, en troisième lieu, la fonction juridictionnelle. Cette fonction permet à l'État de trancher les litiges entre les personnes juridiques, que ce soit des particuliers ou des collectivités publiques, en règle générale. Par le biais donc de mesures individuelles. Cette fonction est confiée au pouvoir juridictionnel, quel que soit son mode d'organisation et sa structure. Entendez par là que ce soit un juge civil, juge de droit commun, que ce soit un juge administratif, un juge commercial ou juge donc en matière sociale, juge de la famille, donc quel que soit l'aspect de la juridiction, mais en réalité ça revient bien sûr à un axe de base qui est une autorité, si vous voulez, une fonction juridictionnelle de l'État. D'accord ? La fonction juridictionnelle est distincte de la fonction de gouvernement, dans la mesure où les actes y afférents ont un caractère obligatoire et absolu. Voilà. Donc, tout d'abord, en fonction du principe de la séparation du pouvoir, le pouvoir juridictionnel est un pouvoir totalement indépendant et du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Il dispose de sa propre compétence et de sa propre consistance, et la nature de ces décisions, bien sûr, des décisions issues donc du pouvoir juridictionnel, ont une caractéristique tout à fait spécifique dans la mesure elles sont obligatoires et absolues. Ils ne sont pas susceptibles de modification, contrairement bien sûr à la loi ou au règlement. La loi peut être abrogée, peut être modifiée par une autre loi à n'importe quel moment si le Parlement le décide. Un décret peut être annulé, etc. à n'importe quel moment que le pouvoir exécutif le décide. Mais contrairement à tout cela, les jugements rendus par les tribunaux en force de vérité plutôt, en force de vérité légale. Donc, les jugements en force de vérité légale, ils ont l'autorité de la chose jugée et sont définitifs et intangibles pour toute personne et pour toute autorité. Entendez par là, une fois les voies de recours épuisées, c'est-à-dire qu'un procès devant un tribunal de première instance, il peut passer pratiquement devant une cour d'appel et devant une cour, bien sûr, de troisième niveau, tribunal des conflits par exemple, et une fois tranché, une fois il n'y a plus de voie de recours possible, à ce moment-là, le jugement devient pratiquement acquiert l'autorité de la force jugée, et ainsi donc il ne peut être modifié par quelque autorité que ce soit, même par le juge lui-même, même par les juges qui l'ont traité. Même le pouvoir juridictionnel ne peut plus modifier une sentence qui a acquis l'autorité de la force jugée. Donc un jugement qui a reçu la force, ou plutôt l'autorité de la chose jugée, devient
un acte totalement indépendant et du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif ne peut pas y toucher, et du pouvoir législatif, le pouvoir législatif ne peut pas y toucher, et du pouvoir juridictionnel lui-même qu'il a initié, parce que à ce moment-là, le pouvoir judiciaire ne peut pas revenir sur une décision qui a reçu l'autorité de la chose jugée.